Parlons Histoire avec Olivier Buirette. Aujourd'hui, le 3e volet du conflit en Ukraine. Sur Radio Cool Direct. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Radio Cool Direct. Comme on vous l'avait annoncé auparavant, nous allons rouvrir le 3e volet de cette guerre en Ukraine. Je suis avec Olivier Buirette au téléphone, qui est historien universitaire à la Sorbonne Nouvelle et gestionnaire de la recherche. Bonjour Olivier. Salut Marco, bonjour à toutes et à tous, et effectivement merci pour cette opportunité de faire ce petit point historique sur désormais un conflit qui entre dans sa 3e année. Oui, voilà, alors c'était le 24 février 2022, la Russie déclenche la guerre totale en Ukraine. Ouais. C'est un prolongement d'un conflit tu nous en avais parlé, qui avait déjà commencé en 2014 en fait. Voilà, alors tout à fait. Ce qu'on peut dire dans un premier temps sur les rappels historiques de ce conflit, c'est tout simplement que, en fait, à la base, parce que faut bien noter que l'histoire, en fait, surtout peut-être du côté russe, est particulièrement convoquée dans les origines de ce conflit, dans la mesure où, effectivement, et ça nous ramène, alors là je vais faire assez vite, mais au 9e siècle, 880 précisément, où il y a ce noyau qu'on appelle la Rousse de Kiev, qui est le moment, en effet, où l'histoire de l'Ukraine et de la Russie, enfin disons en gros des Slaves de la région, est unie. C'est le moment où il y a l'embryon de ce que sera plus tard l'État russe. Ça, c'est le 9e siècle. Alors effectivement, et tout ça s'organise autour de Kiev, qui existait déjà à cette époque-là, une ville donc très ancienne, et Novgorod. Voilà. Alors ensuite, et je fais rapidement là-dedans, au XVIe siècle, tout ça est intégré dans ce qu'on va appeler la grande principauté de Moscou, qui deviendra ensuite la Russie, et en 1682, donc XVIIe siècle, tout ça est intégré dans ce qu'on va appeler cette forme que sera l'Empire russe, l'Empire de la Russie. La Russie, donc, qui se constitue en tant qu'empire, donc avec effectivement, en intégrant un certain nombre de territoires autour d'elle. Donc il y a bien, et ça c'est important de le noter, déjà pour essayer de comprendre ce conflit, une origine commune entre les Russes actuels et l'Ukraine. Bon. Mais ce qui ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas eu, bien sûr, à un moment donné, et c'est très clair dans l'histoire, bien sûr, une Ukraine ancienne, avant qu'elle soit ingérée en 1682, donc dans l'Empire russe. Ensuite, et on continue de balayer le champ historique. On en arrive bien sûr, après les vicissitudes de l'histoire de la Russie impériale, à la révolution de 1917, où il faut quand même le savoir aussi, 2e épisode important dans l'histoire de l'Ukraine, comme quoi il y a bien une Ukraine avant évidemment le 24 février 2022, c'est la période brève d'indépendance de l'Ukraine entre le 14 novembre 1918 et février 1919, période où il y a une république populaire ukrainienne qui va se créer dans le cadre évidemment de la révolution bolchevique. Les bolcheviks vont rapidement y mettre un terme, en effet, depuis Moscou, puisqu'on le sait, la révolution bolchevique entraîne bien sûr une vaste période de guerre civile dans la Russie, qui sera plus tard l'URSS dans les années 20, et l'Ukraine est absorbée à nouveau, si je puis dire, dans l'ensemble de ce que sera l'URSS. Elle deviendra une république socialiste, une république socialiste qui sera intégrée dans l'Union soviétique. Alors ça, c'est effectivement pour le début effectivement du XXe siècle. Durant cette période, là aussi important à rappeler,
eh bien, c'est la période qui nous amène entre 1929 et 1933. Là aussi, on est dans le moment où Staline, à partir de 1923, va prendre totalement le contrôle de l'Union soviétique. Staline, c'est 1923, 1953 pour ses dates de pouvoir. C'est énorme, c'est donc 30 ans d'un pouvoir absolu pour Staline. Et entre 29 et 33, il y a un épisode très important dans l'histoire de l'Ukraine, c'est ce qu'on va appeler donc la mise en place de la dékoulakisation. C'est quoi la dékoulakisation? Et là, je fais bref aussi, pour être le plus simple possible. Eh bien, c'est le moment où Staline veut mettre un terme, en fait, à l'existence de la paysannerie, donc héritière du vieil empire russe dans la jeune URSS. Et ça se passe évidemment assez mal, puisque donc le monde, ce monde paysan est en gros invité, si on peut dire, à devenir donc désormais être intégré dans une société industrielle sans aucune transition. Et de 1932 à 1933, il y a ce qu'on appelle en Ukraine l'Holodomor, parce que c'est un pays essentiellement agricole. L'Holodomor, c'est quoi? Eh bien, c'est une famine épouvantable, conséquence des réformes de Staline, qui fera quand même 5 millions de morts. C'est quand même considérable et qui est présenté comme un véritable génocide, un crime, un des nombreux crimes de Staline. Donc ça aussi, c'est des choses que l'on retrouve encore à l'heure actuelle, bien sûr, dans ce qui forge un peu l'identité de l'Ukraine actuelle, indépendante. Donc ça, c'est important aussi de le noter, conséquence d'un pays essentiellement agricole. Rappelez-vous tous de l'accord céréalier qui avait un temps existé au début de la guerre après 2022. L'Ukraine, rappelez-vous de son drapeau. C'est quoi? C'est jaune et bleu. C'est quoi ce jaune et bleu? Ce que ça symbolise? Le jaune, c'est un champ de blé, et le bleu, c'est le beau ciel bleu, évidemment, du temps de la paix. C'est ça que symbolise le drapeau ukrainien. Donc c'est important de retenir cet aspect grenier à blé, cet aspect pays agricole avant tout. Et évidemment victime de l'industrialisation de force menée par Staline entre 32 et 33, 5 millions quand même de morts en Ukraine, c'est quand même pas rien, ça perturbe quand même profondément l'histoire, le début de l'histoire au XXe siècle de ce pays. Et puis on continue de dérouler notre petit calendrier rapidement, et bien sûr à la chute de l'URSS, je vous le rappelle que l'URSS disparaît suite aux réformes de Gorbatchev qui arrive au pouvoir en 1985, et donc le 24 décembre 1991, c'est l'annonce officielle de la disparition de l'URSS par Gorbatchev, et bien sûr l'ensemble, la plupart des républiques qui faisaient partie, disons, de l'URSS occidentale, je pense notamment aux 3 États baltes, à la Biélorussie et bien sûr à l'Ukraine, sans oublier la Moldavie, proclament leur indépendance. On ne développera pas ici, bien sûr, ce qui se passe en Asie centrale, c'est pas le propos de cet entretien. Mais donc l'indépendance de l'Ukraine, c'est 1991. Donc ça, c'est très important. Ne pas oublier aussi que l'Ukraine a été victime collatérale de la destruction de la centrale nucléaire de Tchernobyl. C'est quelque chose qui va se produire sous le mandat de Gorbatchev entre 85 et 91, l'explosion de cette centrale nucléaire, qui est toujours en Ukraine à l'heure actuelle, et qui bien sûr a eu des conséquences catastrophiques. On pourra éventuellement revenir s'il y a des questions là-dessus. Donc 1991, c'est l'indépendance de l'Ukraine, et puis donc d'abord un pays qui va être effectivement plutôt, si je puis dire, aligné sur la nouvelle Russie, celle de Boris Yeltsin, qui devient un État, donc la Fédération de Russie. Et puis ce qui se produit en Ukraine, comme bien d'autres choses, se sont produites aussi dans l'ancien bloc de l'Est, à partir du 9 novembre 89, à partir du moment où la guerre froide
froide s'est terminée, eh bien l'Ukraine va glisser, si on peut dire, comme les autres pays d'Europe centrale, vers évidemment un souhait de s'ancrer à l'Occident, ce qui va être marqué par deux événements importants. 2004, la révolution orange, qui est un moment où les Ukrainiens se souhaitent vraiment au niveau gouvernemental donc se défaire des dirigeants pro-russes pour se tourner vers l'Europe occidentale, vers l'Union européenne, vers l'OTAN. Et puis 2014, alors là, c'est là justement, on en vient à ce que tu indiquais, Marco, l'Euromaïdan. Ce qu'on appelle l'Euromaïdan, qui est cette grande manifestation, révolution ukrainienne, qui va définitivement tourner l'Ukraine vers donc le monde occidental et qui se traduit par deux choses côté russe, et c'est effectivement pour ça que réellement on indique le début du conflit en 2014, c'est d'une part le fait que Moscou va soutenir la sécession plutôt des États de l'Est de l'Ukraine, ce qu'on appelle le Donbass, en soutenant évidemment tout simplement des indépendances autoproclamées qui vont déclencher une sorte de guerre civile en Ukraine. Et puis bien sûr, Moscou va réannexer, si on peut dire, effectivement la Crimée, cette péninsule sur la mer Noire, donc en organisant notamment un référendum, une sorte de plébiscite, évidemment sous contrôle, afin de légitimer cette réannexion de la Crimée. On en était là jusqu'au 24 février 2022, où là on passe, si on peut dire, à la phase suivante. Et c'est quoi la phase suivante ? Eh bien, c'est cette invasion, en effet, décidée par Moscou. On est avec Olivier donc Buyrette, qui est historien universitaire à la Sorbonne Nouvelle, gestionnaire de la recherche également. Et puis on revient donc sur ce conflit ukrainien. C'est le troisième volet que vous propose Olivier sur Radio Cool Direct. Ça fait un petit peu le rappel, un peu l'historique de l'Ukraine. Il y a eu aussi ce qui a déclenché donc la guerre du Donbass. Et là, on va rentrer dans ce fameux conflit de 2022. Donc, la Russie déclare ou envahit. Enfin, je ne sais pas si on dit déclare la guerre ou envahit. Quel est le terme ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de déclaration de guerre. Oui. C'est effectivement, comme on dirait aujourd'hui dans le langage diplomatique, une opération unilatérale. C'est-à-dire que, effectivement, personne, il n'y a eu aucune menace particulière, aucun ultimatum. Il s'agit tout simplement de la phase suivante de ce conflit. Donc, alors, et pour le coup, ça nous fait passer dans la deuxième partie un peu de cet entretien, qui est ce que j'ai appelé donc évidemment la période du conflit lui-même, où donc ce que souhaitent faire les Russes et Poutine. Et en fait, tout ça avait été déjà, et on n'avait pas pris attention à l'époque, annoncé par l'administration russe, si on peut dire, Poutine lui bien sûr, mais aussi tout le staff qui est autour de lui, dans un mémorandum qui est toujours en ligne. J'insiste là-dessus, c'est pas une fake news pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de fake news dans cette affaire, donc il faut faire attention. Encore maintenant au moment où je parle, mais ça avait été publié sur le site effectivement de l'ambassade de la Fédération de Russie à Paris. C'est toujours téléchargeable et qui s'appelle Discours au peuple ukrainien, enfin je sais plus, un truc comme ça, et qui explique en fait les buts de guerre quelque part, ou en tout cas les buts que s'est fixé Poutine dans cette histoire, et qui vont quelque part, qui ont une ambition bien plus élargie que, entre guillemets, une tentative de normalisation de l'Ukraine. C'est-à-dire, il s'agit vraiment de restaurer quelque part, tout simplement, territorialement, l'ancienne URSS. Alors, il ne s'agit pas évidemment peut-être de réannexer les pays du bloc de l'Est, c'est-à-dire l'Europe centrale actuelle, qui est constituée de tout un tas d'États membres de l'OTAN et de l'Union européenne, qu'on connaît bien, mais par contre, effectivement, de récupérer des territoires qui ont été perdus, entre guillemets, au moment de décembre 1991, et donc de la fin, tout simplement, de l'URSS. Alors, et on sait, Olivier, on sait que Vladimir Poutine, lui, en 1991, quand c'est arrivé, bon, il n'était pas encore connu, mais
il l'a jamais digéré. Si on peut appeler ça comme ça. Dans le discours tenu par Poutine, la désintégration de l'URSS est qualifiée de plus, je cite évidemment, de plus grande catastrophe géopolitique de l'histoire, etc. quoi. Bon, alors ça, effectivement, à l'heure actuelle, tout le monde connaît ce discours. Bon, c'est son point de vue. Faut pas oublier quand même que côté occidental, en 1991, c'est plutôt une période d'euphorie, si je puis dire, parce que c'est quand même ça. C'est-à-dire c'est la fin de la guerre froide, quand même une guerre froide qui a qui s'est mise en place à partir de 1947-48 en Europe, la division de l'Europe en deux, et la fin de cette guerre froide, c'est symbolisé par la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, et puis l'effondrement du bloc de l'Est, vu notamment à toutes les réformes menées par Gorbatchev. L'objectif de Gorbatchev était sans doute effectivement que l'Europe centrale reprenne sa vie indépendante, que ça ait pour conséquence la destruction de l'Union soviétique en tant que telle. C'est pas si sûr, puisque ce qui va remplacer, c'est-à-dire la Fédération de Russie, donc va replâtrer, si on peut dire, Boris Yeltsin à partir de 92, c'est disons une tentative de reconstitution d'alliance entre les différents États qui constituent l'Union soviétique sous une forme de fédération ou de confédération d'États rassemblés essentiellement autour d'objectifs sur le plan économique. Ça, c'est ce qui se passe après. Bon, après, il faut bien voir deux périodes importantes dans la chute ou la post-chute de l'Union soviétique. C'est la période de Boris Yeltsin, où il y a une période de transition qui est assez dure, et puis l'arrivée aux affaires en 1999-2000 de Poutine, de Vladimir Poutine, issu qui était un ancien membre d'une part du KGB, donc des anciens services secrets soviétiques, puis du FSB, qui avait grimpé dans l'organigramme post-soviétique, notamment autour d'Anatoly Sobchak, qui avait été un maire assez emblématique de Saint-Pétersbourg dans les années Helsinki. Et puis, effectivement, il grimpe dans les échelons et c'est lui qui sera choisi comme étant le dauphin de Boris Yeltsin et qui sera aux affaires, au pouvoir, depuis, disons, 99-2000 jusqu'à aujourd'hui, qu'il soit chef de l'État ou Premier ministre. On sait très bien que c'est quand même Poutine qui tire les ficelles. C'est-à-dire que tout ça, c'est des différentes réformes, ça c'est pour parler positivement, ou tripatouillage de la constitution russe, qui ont fait qu'à un temps, effectivement, Poutine pouvait être à la fois Premier ministre ou chef de l'État, mais en alternance avec Medvedev, mais qu'en fait c'était toujours lui qui, disons, était aux affaires. C'est pour ça qu'on peut parler effectivement, comme la plupart des médias le disent, d'un quart de siècle de pouvoir jusqu'à aujourd'hui, mars 2024, où il y a les fameuses élections russes. On a bien vu que le ménage a été fait chez les opposants et tout simplement là, on est passé, disons, d'une sorte de démocratie autoritaire à l'époque de Boris Yeltsin jusqu'à ce qu'on pourrait appeler une démocrature, voire à l'heure actuelle un État quasi dictatorial, je veux dire, parce que maintenant c'est un État en guerre, certes, effectivement depuis 2022, mais qui est quand même une visée particulièrement dictatoriale. Il n'y a plus d'ambiguïté là-dedans. C'est pas redevenu un État totalitaire comme à l'époque soviétique, parce que ça correspond à un certain nombre de critères, et c'est les historiens du futur qui le diront. Là, moi, je peux pas à chaud analyser si c'est une dictature ou un État totalitaire, mais il est clair qu'on est revenu dans un État là, à l'heure actuelle tout à fait dictatorial. Enfin, je veux dire, il y a plus, on voit bien comment les opposants sont traités, les médias sont muselés. On a tous les stigmates, effectivement, d'un État tyrannique à l'heure actuelle. Ça ne fait plus aucun doute. Et il y avait bien sûr entre 2000 et ça il faut pas l'oublier non plus, et la période actuelle, tous les prémices
que l'on a pu voir de cela. Après avoir normalisé dans les années 2000 la situation de la fameuse guerre de Tchétchénie, ne l'oublions pas. Ensuite, en 2008, il y a quand même l'intervention russe menée par Poutine en Géorgie, qui est quand même une première alerte vraiment de ce qui se passe. Ensuite, il y a ce qui se passe évidemment en 2014 avec le Donbass et la Crimée, et donc désormais ce qui s'est produit depuis 2022. On peut pas dire en fait au niveau international qu'on n'a pas vu venir tous ces problèmes. Ça c'est incontestable. Alors, sur le conflit lui-même, on va pas tout redétailler parce que bien sûr, on l'a déjà vu, puisque comme tu l'as dit très bien, c'est effectivement le troisième, si j'ose dire, épisode. Enfin, si ce n'est pas si dramatique, on pourrait qualifier ça d'une sorte de série, mais sauf que la situation quand même se dégrade d'année en année dans cette affaire, et ce conflit en fait se résume à peu près 4 grandes phases. Il y a le début, donc effectivement, le 24 février 2022, où en effet l'opération initiale menée, ce que donc Poutine a appelé une opération spéciale, qui en fait est quand même ni plus ni moins qu'une guerre, parce qu'il s'agit vraiment de l'invasion, point final, d'un État souverain. Il ne faut pas l'oublier quand même dans cette histoire. Qui envahit l'Ukraine, c'est quand même Poutine. Je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il faut faire très attention dans la période actuelle sur tous les discours qu'on peut entendre qui ont tendance à relayer des discours de propagande divers, malheureusement. Il faut quand même essayer, en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire en tant qu'historien, de revenir sur des points, non contestables. C'est-à-dire quand même, il s'agit bien de l'invasion d'un État souverain. Et ça, c'est une opération que les Russes voulaient mener en 3-4 semaines pour renverser tout simplement Volodymyr Zelensky, qui était le chef d'État pro-occidental. Et qu'est-ce qu'il a fait, Volodymyr Zelensky, dans sa politique, tout simplement, qui est issu quand même de l'Euromaïdan. C'est-à-dire qu'avant lui, il y avait un autre dirigeant pro-occidental qui était Poroshenko. Et tous ces dirigeants pro-occidentaux issus de l'Euromaïdan, ce qu'ils veulent faire, c'est ce qu'avait tenté de faire la petite Géorgie en 2008, ou ce que souhaite faire la Moldavie, ce que souhaite faire n'importe quel État, en fait, qui sont issus de l'ancienne Union soviétique. Ils souhaitent, d'une part, et c'est ce qui s'est passé dans les pays d'Europe centrale et orientale, on peut le prouver date à l'appui, c'est d'une part intégrer l'OTAN, puisque l'OTAN représente une protection militaire, en fait, occidentale, et puis, dans un deuxième temps, entrer dans ce qu'ils appellent une sphère de coprospérité économique, c'est comme ça qu'ils la voient principalement, qui est l'Union européenne. Et là, ce qui est très intéressant, et là, pour le coup, en tant qu'historien, moi, je peux le dire, parce qu'on ne peut pas tout analyser, nous, historiens, mais ça, on peut le dire, incontestablement, ce mouvement-là, on le retrouve systématiquement à partir de 1992, à partir du moment où on passe dans la période post-soviétique, tout ce qui était ancien bloc de l'Est, les pays d'Europe centrale orientale, les PECO, Pologne, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, etc., ils sont tous passés par le même calendrier. Ils sont tous d'abord voulu rentrer dans l'OTAN, ce qui est arrivé effectivement, et ensuite ils ont fait leur candidature pour entrer dans l'Union européenne. Et c'est ce qui s'est produit. Il suffit de regarder à l'heure actuelle la carte de l'Europe actuelle. Et donc, l'Ukraine, tout simplement, ne déroge pas à la règle. Tout comme la petite Moldavie, ne l'oublions pas, elle non plus, ce petit État situé à l'est de la Roumanie actuelle, qui, tout pareil, a les mêmes velléités, entrer dans l'OTAN et ensuite, évidemment, dans l'Union européenne. Donc, c'est ça que veut briser en février 2022 Poutine par cette opération militaire, avec cette offensive, qui est la première phase, si on peut dire, souhaitant être une offensive rapide, renverser le pouvoir en place à Kiev, et installer évidemment de force, si je puis dire, un dirigeant pro-russe, pro-Poutine. Seulement voilà, ça marche pas.
parce que les Ukrainiens résistent, contre toute attente, ils mobilisent leur armée, et tout simplement, cette opération, qui, ne l'oublions pas, rappelons-nous de la carte de l'époque, les Russes attaquent par le nord de l'Ukraine, par l'est de l'Ukraine et par le sud. Il y a comme une mâchoire, en quelque sorte, qui se referme sur l'Ukraine. C'est quelque chose qui, bon, on pouvait imaginer que ça ait lieu, mais ça prend quand même de court les Occidentaux. Et cette sorte d'opération surprise, en quelque sorte, ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les Ukrainiens résistent. Peut-être qu'il y a des problèmes aussi au niveau de la préparation de l'armée russe. Et là, je renvoie toujours à qui veut l'entendre vers un très bon blogueur, dont je recommande de suivre, parce qu'il suit ce conflit depuis maintenant près de 2 ans et demi, qui est Xavier Titelman, qu'on voit maintenant dans les médias. À l'époque, il était moins connu. Il a une chaîne très bien faite sur YouTube, où effectivement il analyse effectivement ce conflit depuis le début, avec des cartes à l'appui. Enfin, c'est donc très intéressant de voir un peu, en tout cas, son point de vue. C'est un ancien expert géostratégique, je précise, donc il a quand même de la bouteille au niveau des analyses qu'il fait. Il n'est pas historien, mais par contre, il donne un point de vue effectivement sur le plan militaire qui est intéressant. Et là, d'autant plus intéressant qu'on le retrouve dans tous les médias à l'heure actuelle. Maintenant, il est connu. À l'époque, en 2022, beaucoup moins. Moi, je l'avais découvert un peu par hasard. Et on se retrouve toujours avec Olivier Burette, qui est historien universitaire. Le temps que tu as préparé un petit verre d'eau à côté de toi. Bien sûr. On dira que c'est que de l'eau. Et on se retrouve juste après la pause pour continuer à parler du conflit ukrainien. À de suite. Merci à toi, Marco. Radio Cool Direct, l'air du Sud. Allez, de retour après cette pause, on est toujours avec Olivier, historien universitaire, Olivier Burette. Tu es à Sorbonne Nouvelle à Paris, et on parle donc de ce conflit depuis tout à l'heure, l'Ukraine. On a fait un rappel, on est en plein conflit là, qui, on le rappelle, a débuté en 2022. Moi, je voudrais te poser une question. Il y avait les accords de Minsk. C'est quoi ces fameux accords alors qu'on dit qu'actuellement personne ne les a respectés? Exact. Alors, les accords de Minsk, en fait, sont issus de la première crise provoquée en 2014 par cette situation dans le Donbass et notamment par l'annexion de fait, si on peut dire, de la Crimée. Donc là, il y a une médiation européenne entre notamment le chef de l'État français de l'époque, à savoir François Hollande, la chancelière allemande, donc Angela Merkel. Ça, c'est pour l'Europe. Et de l'autre côté, effectivement, évidemment, la Russie de Poutine. Et bien sûr, on parle des accords de Minsk parce que Minsk, c'est la capitale de la Biélorussie. La Biélorussie, qui est cet État voisin de l'Ukraine, qui est au nord, et qui est dirigé par un personnage qui s'appelle Alexandre Loukachenko, qui est un dirigeant pro-russe, de façon indéfectible. C'est une sorte, alors je suis désolé, mais je vois pas comment dire autrement, la Biélorussie est une sorte de dictature pro-russe depuis un certain temps, et Loukachenko est resté depuis, n'a pas pu être renversé. Il n'y a pas eu en Biélorussie le phénomène qui s'est produit en Ukraine. Bon, peut-être que ça arrivera plus tard, mais pas pour le moment. Donc, les accords de Minsk, en fait, c'était une tentative de résolution de ce conflit, tout simplement par quelque chose dont les Ukrainiens ne veulent pas du tout, plus du tout entendre parler, qui serait tout simplement de laisser effectivement à Poutine l'Est de l'Ukraine, c'est-à-dire la partie russophone où effectivement il y avait effectivement des minorités importantes russes, et bien sûr évidemment la Crimée annexée. Alors tout ça, évidemment, depuis le conflit de 2022, il n'en est plus question. Et pour quelle raison comme je l'avais expliqué un peu, je crois, dans les deux précédentes interventions, c'est que tout simplement, la partie du Donbass, cette partie est, sud-est de l'Ukraine, qui
qui donc avait été plus ou moins annexé à partir de 2014, a été évidemment la principale victime de la guerre. Bombardée, je veux dire, avec énormément de victimes civiles. Je pense notamment toute la région autour de Kharkov, Kharkiv, cette grande ville de l'Est, qui est en Ukraine. Qui a fait les frais des débuts de ce conflit. Et donc, en effet, en quelque sorte, il n'y a pas eu, en fait, de consensus suffisant en 2014 pour que les fameux accords de Minsk, Minsk 1 et Minsk 2 d'ailleurs, ne puissent être appliqués. Et en fait, c'est de ce fait, parce que, tout simplement, il n'était pas question de déchirer en quelque sorte l'Ukraine, en quelque sorte, n'ont pas été appliqués. Et donc, comme il n'y a pas d'application, ça a laissé pourrir la situation pour amener à cette tentative de rupture qu'a menée Poutine le 24 février 2022. Voilà. Et alors, évidemment, à l'heure actuelle, il est question, on va revenir aux accords de Minsk. Sauf que depuis, il y a eu quand même 2 ans de conflit, quand même des dizaines, voire bien plus que ça, et pourquoi pas 100 000 morts civils et militaires, parce que c'est un conflit très meurtrier, faut pas l'oublier. Qui nous rappelle un peu d'ailleurs le dernier conflit en Europe, ne l'oublions pas, n'est pas 1939-45, c'est la désintégration de la Yougoslavie de 1990 à 2000, faut pas l'oublier, et qui a fait quand même 300 000 morts. Avec la guerre en Ukraine à l'heure actuelle, on est largement au-delà, au bout de 2 ans, de ce chiffre-là. Donc c'est un conflit vraiment très meurtrier et qui a un aspect à la fois fratricide, puisque ce sont des Slaves qui ont eu une racine d'histoire commune et qui s'entretuent quelque part, et puis en même temps aussi un aspect qui nous rappelle évidemment le conflit yougoslave et bien au-delà. Donc en plus c'est un conflit qui est quelque part inédit, puisque c'est une guerre aussi de position, et là je reviens sur la deuxième partie du conflit maintenant, qui après cette phase d'offensive, il y a une contre-offensive menée par les Ukrainiens, à cette époque-là largement aidés par les Occidentaux, par les États-Unis, et qui vont faire que le front, cette espèce de mâchoire menée par l'armée russe, va s'effondrer, et il va y avoir une désertion du front. Les Russes vont évacuer toutes les tentatives qu'ils ont menées depuis le nord. Ne l'oublions pas, avec l'occupation quand même tragique de Tchernobyl, que j'évoquais tout à l'heure, faut pas oublier, la zone de la centrale nucléaire de Tchernobyl, ça a quand même déclenché beaucoup d'angoisse au niveau mondial quand on a su que l'armée ukrainienne avait évacué Tchernobyl et que c'était l'armée russe qui avait repris le contrôle. Je vous rappelle quand même que cette terrible catastrophe survenue en 86, la destruction de ce réacteur nucléaire, n'est pas du tout terminée. Il y a à l'heure actuelle un coffrage qui a été fait sur le réacteur nucléaire de Tchernobyl, qui tient comme il peut, mais c'est toujours une zone sous extrême surveillance. Ce qui m'amène aussi à évoquer dans ce conflit, quelles que soient les phases, des événements très importants. Il y a quand même un aspect là-dedans, comment pourrions-nous dire, humanitaire. De destruction humanitaire. Il y a ces menaces qui ont été faites contre la centrale nucléaire de Zaporijjia, qui est dans le sud, qui est une centrale nucléaire, où là aussi il y a un enjeu, de destruction de cette centrale dans le cadre du conflit, ce qui évidemment est une sorte de chantage quelque part, surtout du côté russe. Il y a, je le rappelle aussi, alors Zaporijjia c'est en novembre 2022, en juin 2023, la destruction de cet énorme barrage sur le Dniepr. Le Dniepr, c'était énorme fleuve qui sépare un peu l'est et l'ouest de l'Ukraine, qui a été détruit, le barrage de Kakou, alors je ne vais pas dire de bêtises, Kakula, je crois, enfin quelque chose comme ça, et qui a inondé évidemment. Alors on ne sait pas, alors à l'heure actuelle, toujours si ce sont les Russes ou les Ukrainiens qui l'ont détruit. Disons que l'avantage est plutôt aux Russes de l'avoir détruit, dans la mesure où ça a évidemment
évidemment permis de modifier la ligne de front sur le Dniepr. Hein. Le Dniepr, quand vous êtes au bord du Dniepr, hein, c'est comme si vous étiez au bord d'une mer. Hein. Ça n'a rien à voir avec la Seine, avec la Loire, avec la Garonne, enfin tout ce qu'on veut. C'est un fleuve qui est gigantesque. Hein. Donc c'est vraiment une frontière naturelle. Bon, la destruction de ce barrage en juin 2023 est évidemment un véritable désastre, y compris humanitaire, humain, etc. Et puis il y a bien sûr la fin de l'accord céréalier dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en juillet 2023, hein, où effectivement il y avait une sorte de chantage quelque part de la part de Moscou de laisser passer les transferts, de tankers avec évidemment les céréales ukrainiennes par la mer Noire. Hein. Bon, ça, en juillet 2023, un terme y a été mis par les Russes de manière unilatérale. Et évidemment, ça a toutes les conséquences que l'on imagine. Et puis bien sûr, hein, il y a tous ces aspects, bien sûr. Alors là, on en revient aux définitions établies à Nuremberg en 1945, hein, de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Et quand on passe au crible, le conflit, hein, évidemment, de ces définitions-là, on baigne, si j'ose dire, au moins dans les crimes de guerre. Les crimes contre l'humanité, probablement, génocide, tout ça, ça reste à prouver, parce que bien sûr, un tribunal pénal international, faut pas l'oublier, est en cours de constitution sur ce conflit. Hein. Tout comme il y en a eu un sur le Rwanda, tout comme il y en a eu un sur l'ex-Yougoslavie, il y a à l'heure actuelle un tribunal pénal international qui va instituer sur le plan international de savoir quels ont été les crimes commis dans le cadre de ce conflit. Et il y en a évidemment, je rappelle quand même que bombarder un hôpital, bombarder un camp de réfugiés, tout ça c'est considéré comme des crimes de guerre. Hein. C'est défini. Hein. Dans le cadre de mes cours, j'ai renvoyé mes étudiants vers les définitions qui ont été établies, qui sont actuellement en ligne sur le site de l'ONU. Hein. C'est aussi simple que ça. Et vous regardez ce qui statue sur les crimes de guerre. Et effectivement, alors dans le cadre de ce conflit, évidemment, on sait très bien qu'ailleurs il y en a aussi. Hein. Mais dans le cadre de ce conflit-là, il y en a évidemment eu plein. Hein. Voilà. Alors donc dans la période de contre-offensive, qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, les Russes vont évacuer ce qu'ils avaient tenté de conquérir au nord, ce qu'ils avaient tenté de conquérir à l'est, hein, notamment la région de Koursk, hein, pas de Koursk, pardon, mais de Kharkov, hein, parce que Koursk est en Russie, c'est évidemment un lapsus. Et le front va se stabiliser, hein, sur cette espèce de croissant actuel que l'on voit, qui représente à peu près le sud-est de l'Ukraine et en gros la région, une bonne partie de la région du Donbass. Hein. Voilà où nous en sommes, où nous en étions, hein, à la fin de l'année 2023. Ouais. Et ce qui nous amène évidemment à la dernière partie à l'heure actuelle, de la fin 2023 à début 2024, qui est la fin, pour des raisons de politique intérieure nord-américaine, du financement du conflit, à coût de dizaines de milliards. Et on sait très bien que derrière, il y a évidemment les élections américaines du mois de novembre 2024, qui évidemment opposent Joe Biden, président sortant, à Donald Trump, ex-président tentant un comeback, si on peut dire. Et là, nous en arrivons évidemment au problème de savoir si ce front fixé vers le sud-est va tenir encore longtemps, parce que tout simplement, les Ukrainiens arrivent à bout à la fois de soldats et aussi évidemment tout simplement de ressources financières pour évidemment pouvoir continuer à mener le conflit, ce qui nous mène évidemment à la dernière partie. Exactement. Qui est de se demander où est-ce qu'on y va, où est-ce qu'on va, j'ai intitulé ça, et après l'escalade, vers où nous dirigeons-nous là maintenant en mars 2024. Voilà, on est toujours avec Olivier, donc historien universitaire. On t'écoute sagement, bien sûr. Historien universitaire à la Sorbonne Nouvelle. Ce conflit ukrainien, je suis en train de regarder les dates. En fait, c'est la troisième émission. Ça, on le disait. On s'était donné rendez-vous en 2022, au mois de mars en plus. Mois de mars 2023. Et on est au mois de mars 2024.
on pensait pas, on se le disait, qu'on aurait pu faire encore une nouvelle émission sur ce sujet, mais il fallait la faire parce qu'en fait ça a bougé, il y a eu des changements, et comme tu le disais, on voit que les Ukrainiens en ce moment peinent face à la Russie, c'est ça ? C'est exactement ça, parce que tout simplement, il y a une question de ressources humaines, si je puis dire, parce que l'Ukraine est tout simplement moins peuplée que la Russie, parce que ça aussi c'est une donne dans cette histoire, c'est évidemment la question des questions tout simplement géopolitiques. L'Ukraine est plus petite que la Russie. Ne pas oublier aussi que la Russie, c'est un continent de caractère eurasiatique, quand même à peu près 150 millions d'habitants, corrigé, avec différentes données corrigées, si on peut dire. Mais en fait, disons que la ressource, et comme toujours dans l'histoire, comme en 1941, comme en 1812, pour remonter jusque-là, a toujours été c'est la grande force de ce pays-là, c'est ce gigantesque réservoir humain dont il dispose. Et il suffit d'écouter, de voir un peu les chroniques, les différentes sources sur les moments où des pays ont été en conflit avec la Russie ou l'URSS, c'est ce fait que et notamment on voit en 41 par exemple, où les généraux de la Wehrmacht ne comprenaient pas qu'ils éliminaient, par tombereau entier des troupes de l'armée rouge, et que toujours il y en avait d'autres qui réapparaissaient. Et c'est quelque chose qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire que Poutine a une énorme ressource de réservoir humain dans ce conflit, et que donc il a mener une sorte de mobilisation partielle de sa population, et il continuera de le faire. Donc il pourra toujours lui avoir de la ressource et ne pas hésiter, à sacrifier des tombereaux entiers de soldats dans ce conflit. Ce que l'Ukraine a moins de possibilités de faire, parce que bien sûr c'est une population moins importante, et puis donc surtout elle dépend beaucoup de l'aide occidentale pour tenir face à la Russie dans cette affaire. Ce qui nous amène évidemment, et je pense que tu me vois venir, sur sur la dernière partie qui est ce que moi j'ai intitulé l'escalade. Oui. Parce que l'escalade, c'est quoi ? C'est tout simplement cette déclaration qu'a faite Emmanuel Macron le 26 février en marge d'une réunion des chefs d'État donc de l'Union européenne, des 27, qui n'excluait pas effectivement l'idée que évidemment il y ait un engagement de troupes au sol. Alors là évidemment on monte, si je puis dire, d'un degré dans le conflit, puisque là il s'agirait évidemment d'un engagement militaire. Alors quand il dit troupes au sol, évidemment ne sombrons pas dans le ridicule. Il ne s'agit pas que la France toute seule aille affronter l'immense Russie, parce que on n'est plus en 1812, il n'y a plus la grande armée. Bon, évidemment, toutes les choses ça n'a plus rien à voir. Mais je pense que quand il évoquait ça, c'était plus une posture, évidemment, et une posture afin d'avoir un effet d'entraînement au niveau des pays de l'OTAN. Alors on a vu le résultat qui a été un désaveu total, débat au Parlement qui, je crois, à l'heure actuelle n'est pas terminé. Et ça pose la question évidemment de la co-belligérance dans le conflit, alors qu'en fait, et ça je l'avais dit déjà dans les deux épisodes, si j'ose dire, précédents, on est évidemment déjà des co-belligérants dans ce conflit. C'est-à-dire qu'évidemment, l'appui massif occidental, la fourniture d'armes, etc., c'est une forme de co-belligérance. C'est bon, voilà. Alors là, évidemment, ce qu'on a appelé aussi la fameuse ligne rouge, c'est le moment où effectivement, on envoie l'armée française, donc l'armée de métier, désormais, je le rappelle, donc évidemment
aller renforcer les troupes ukrainiennes sur le front. Bon, évidemment, on n'en est pas là. Il y a eu un rétropédalage, comme tu le sais. On a parlé de conseillers militaires. Alors là aussi, je remets ma casquette d'historien. Bon, je rappelle que les conseillers militaires dans la guerre du Vietnam, ça avait commencé de la même manière. Les États-Unis avaient envoyé des conseillers militaires au Vietnam. Bon, je ne sais pas si tu te souviens, d'abord ça nous ramène aux années 60. Et ces fameux conseillers militaires, après ça s'est terminé par la guerre du Vietnam. Bon, voilà. Bon, alors on sait très bien ce que ça veut dire. Enfin bon, toujours est-il que c'est ce qui a été indiqué. Et puis surtout, l'ensemble des alliés de l'OTAN ont dit, non, on n'enverra pas de troupes au sol, à commencer par les États-Unis, à commencer par le Canada, et puis sans parler des autres pays d'Europe. Puis les choses ont un peu évolué. Il y a eu le sommet de Prague le 5 mars, donc là c'est tout récent, 2024. Où aux côtés du président Petr Pavel, qui je le rappelle est un ancien général de l'OTAN, le chef de l'État actuel tchèque. Donc il y a eu évidemment tout simplement un appel, cette fois-ci, à cette idée de troupes au sol, à un moment donné, je cite Macron, de ne pas être lâche. Alors c'est évidemment, bien sûr, là encore une fois, tout comme Poutine convoque l'histoire, comme on l'a dit tout à l'heure, pour le conflit lui-même, la justification entre guillemets de ce conflit. Nous côté occidental, qu'est-ce qu'il fait Macron ? Il convoque évidemment le souvenir de 1938, de septembre 38, de la conférence de Munich, où on a abandonné les Tchécoslovaques à Hitler. C'est ça qu'il veut dire quand il dit ne pas être lâche, ne pas être munichois. Voilà. Sauf que évidemment, on n'est pas dans la situation, fort heureusement d'ailleurs, enfin du moins je l'espère, de la conférence de Munich, parce qu'on sait très bien comment ça s'est terminé, même pas un an plus tard. Mais en tout cas, l'idée, je pense que c'est ça qu'il faut retenir en fait dans cette polémique sur les troupes au sol, c'est qu'il faut être ferme en fait, et qu'il n'y a pas d'autre façon de faire que d'être ferme vis-à-vis de la Russie, et qu'on ne peut pas être ferme tout seul, d'où la France, mais ferme collectivement. Voilà, parce que c'est ça en fait, et c'est ce que nous enseignent aussi toutes les expériences des grandes crises de la guerre froide, que ce soit la crise de Berlin en 48-49, et bien d'autres. C'est la fermeté, ou la crise des fusées en 62. C'est la fermeté occidentale, et que c'est toujours ce qui a marché pour en sortir de ces crises graves, quoi. Évidemment, je suis d'accord avec toi. En ce 15 mars 2024, on est très loin de tout ça. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir, et que bien sûr il n'est pas question. Enfin après, j'ai pas écouté hier les interventions de Macron là hier. Il a tenu à peu près le même discours. Je pense qu'il a dû dire ça. À peu près pareil. Oui, voilà. Donc et puis ça s'étend, parce que bien sûr, autre point, faut retenir, même si ça peut-être été pas trop retenu, le 7 mars 2024. Donc là aussi c'est très récent. C'est cet accord de défense qui a été signé avec la petite Moldavie, dont je parlais tout à l'heure, qui a quand même un risque que la Moldavie, quelque part, soit en gros la prochaine étape, parce que on se dit, voilà, les Russes ont l'air englués dans ce conflit, en plus de guerre de position en Ukraine. Est-ce que vraiment ils ont les moyens de tenter d'étendre le conflit ? C'est pas impossible, parce qu'en Moldavie, il faut savoir que la Moldavie est une sorte de fiction quelque part créée par Staline. C'est-à-dire, j'explique très simplement la chose et rapidement. C'est-à-dire que la Moldavie était une province de la Roumanie après la guerre de Crimée. Ça nous renvoie à Napoléon III, dans les années 1850. Guerre de Crimée gagnée par Napoléon III, je le rappelle, et qui a permis tout simplement la création de ce qu'on appelait la principauté de Roumanie, au XIXe siècle. Ensuite, après la guerre de 14-18, il y a la Grande Roumanie qui est créée par les traités de paix, traité de Trianon notamment, et la Moldavie, tout simplement, c'est une des provinces de la Roumanie, tout comme la Transylvanie, tout comme la Valachie, etc., etc. C'est comme tu dirais l'Alsace-Lorraine, je sais pas moi, la Normandie, tu vois. Voilà, c'est ça la Moldavie à la base. C'est l'ancienne Bessarabie. Et évidemment, les habitants sont des locuteurs parlant le roumain. Une langue proche du roumain, comme tu dirais les Français et les Belges, tu vois, par exemple.
Et en 1939, à l'été 39, il y a ce qu'on appelle donc le pacte germano-soviétique, où Staline et Hitler s'entendent pour se partager, en cas de conflit, l'Europe centrale. Donc, par exemple, une partie des pays baltes seront annexés par l'Union soviétique, et par Hitler, bien sûr. La Pologne sera coupée en deux, et la petite Moldavie sera donc attribuée à l'Union soviétique. Et effectivement, c'est ce qui se passe. En septembre 39, effectivement, donc Staline récupère ce que lui a promis Hitler. Puisque tout ça nous amène jusqu'en 41, le moment où Hitler va attaquer l'Union soviétique. Et en 1945, donc avec les traités de les conférences de Yalta et de Potsdam, Staline va garder en quelque sorte les territoires qu'il avait acquis. Tu vois, donc et bien sûr en 1945, Staline ne restituera pas la Moldavie, ni les pays baltes. Les pays baltes vont devenir des républiques soviétiques intégrées dans l'URSS, et la Moldavie sera une république soviétique intégrée dans l'URSS. C'est ce que fait Staline, qui après 1917 avait été avant d'être au pouvoir, un des commissaires qui entourait qui entourait Lénine. Eh bien, Staline fait ce qu'il a fait aussi au Nagorno-Karabakh, c'est un autre sujet, en parlant de l'Arménie, mais il fait parce qu'il était commissaire aux nationalités, il va installer tout simplement une zone dans la Moldavie où il rassemblera tous les Russes qui se trouvent en Moldavie, qui va s'appeler la Transnistrie, parce que c'était un moyen utilisé par les soviétiques pour contrôler les territoires dans leur empire, c'est-à-dire d'avoir un État avec des populations majoritaires à chaque fois, et puis dedans on met une enclave avec les minorités, où on leur crée une région autonome. C'est comme ça qu'est née la Transnistrie dont on parle à l'heure actuelle partout. La Transnistrie, c'est une région située à l'est de la Moldavie actuelle, qui est peuplée de russophones, tout simplement. Capitale Tiraspol. Et dans les années 90, quand l'Union soviétique est désintégrée, eh bien Boris Yeltsin va envoyer la 8e armée russe pour protéger cette enclave russe. Et à l'heure actuelle, c'est pour ça qu'au moment où je te parle, il y a toujours la 8e armée russe, à peu près 2000 hommes, alors c'est symbolique, c'est pas beaucoup de monde, qui sont en Transnistrie. Et ça, c'est un des leviers que pourrait bien utiliser Poutine pour déstabiliser, disons, je vole au secours de la Transnistrie, pour déstabiliser la Moldavie. Et rappelle-toi, peut-être c'est passé inaperçu, j'imagine, pour la majorité des personnes, mais il y a 2 semaines, je crois, ou une semaine, le Parlement de Transnistrie a appelé Moscou au secours, disant voilà, nous sommes entourés d'éléments, évidemment, alors évidemment à l'est, il y a quand même l'Ukraine, qui existe toujours, et puis à l'ouest, il y a la Moldavie pro-occidentale, évidemment, et donc ils ont appelé au secours. Enfin voilà, bon, évidemment Moscou n'a pas envoyé de troupes parce que je pense pas que Poutine ait la possibilité de le faire, mais c'est un élément, la Moldavie, qui pourrait être la suite de ce conflit ou son extension, ce qui avait été aussi indiqué par Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Poutine. Je n'invente rien quand je dis tout ça. Et donc, évidemment, c'est pour ça qu'effectivement, donc, le 7 mars, il y a eu cet accord de défense. C'est-à-dire qu'en gros, si la Moldavie était envahie par Poutine dans un futur plus ou moins proche, eh bien, la France et sans doute les pays de l'OTAN, parce que moi j'imagine que évidemment ça lie, la France refait partie du commandement intégré de l'OTAN, je le rappelle, De Gaulle en était sorti, mais Sarkozy y est revenu, ne l'oublions pas, donc on est à nouveau pleinement dans l'OTAN, il faut le savoir, c'est important dans tout ce qui se passe, et donc tout simplement, effectivement, il y a cet accord pour protéger ce petit État qui est un État tout petit, mais qui pourrait bien être avalé, au nom de la fameuse doctrine de restauration de l'ancienne URSS, c'est ça, qui a mis en place Poutine. Donc ça, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler, comme on dit aujourd'hui, un des hotspots. Et puis, enfin, et je termine là, après, s'il y a des questions, pas de problème pour y répondre, il y a tout simplement ce que si je puis dire, pour cette partie de conclusion, j'ai fait des points au fur et à mesure que j'entendais les infos tous les jours, parce que il faut dire qu'il y en a tous les jours qui tombent, ou presque, là. Il y a l'attitude de la Pologne, donc à l'Est, la fameuse Pologne, qui a toujours été, si je puis dire, envahie par ses voisins. On va pas revenir, enfin même si je puis dire depuis
depuis tout simplement le début du 19e siècle. Rappelons-nous du congrès de Vienne. Il y avait le grand-duché de Varsovie qui avait permis, dont Napoléon Ier avait permis l'existence. Et puis après, en 1815, congrès de Vienne, tout simplement la pauvre Pologne, enfin ce qu'il en restait, est à nouveau avalé par la Russie. Et puis on sait très bien ce qui arrive. La Pologne est reconstituée un siècle plus tard, après la guerre de 14-18. Et puis on sait très bien ce qui lui arrive à la pauvre Pologne en 1939, évidemment quand elle va être avalée à la fois par le Troisième Reich et par l'URSS de Staline. Et donc les Polonais, et moi je peux te le dire parce que j'avais invité à la fin de l'année 2023 une collègue de l'université de Varsovie pour venir faire une conférence pour mes étudiants. Donc là, je le tiens de source sûre, elle est experte en géostratégie, etc. Et elle nous a fait un tableau un peu de l'historique sur le plan géostratégique de la Pologne, évidemment sur la période actuelle. Et vraiment là, on a vraiment une forteresse à l'est, surarmée, si on peut dire, en cas de conflit. Alors je ne veux pas dire que les Polonais veulent en découdre, n'empêche que c'est bien le ministre des Affaires étrangères polonais qui a annoncé là au mois de mars, et tout le monde le sait, qu'il était prêt à suivre Emmanuel Macron dans son affaire de troupes au sol, parce que évidemment eux, ils se sentent menacés dans leur existence, tout comme les pays baltes ou les pays nordiques. Pourquoi est-ce que l'OTAN s'est étendue dans les pays nordiques là, il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines? Parce que ils se sentent menacés. Et quelque part, c'est aussi des conséquences de ce conflit ukrainien, qui est une guerre chaude, si on peut dire. C'est qu'en même temps, on retrouve des postures de guerre froide. On a l'impression qu'un nouveau rideau de fer est en train de se constituer. Et Poutine réagit aussi dans une psychologie de type guerre froide. Quand il dit « je vais déployer des troupes à la frontière avec la Suède, etc., avec la Scandinavie, pour faire simple, donc au nord, tout simplement parce que ça va être le nouveau rideau de fer, quelque part. C'est un peu une des conséquences aussi. Je ne sais pas comment se terminera cette guerre russo-ukrainienne, mais ce qui est certain, c'est qu'une des conséquences, sauf si évidemment il y a un changement majeur de pouvoir en Russie, ce qui hélas semble très loin à l'heure actuelle, s'il n'y a pas de changement, quelle que soit l'issue de toute façon de ce conflit, désormais on va être en présence d'une nouvelle guerre froide et d'un nouveau rideau de fer. Ça, franchement, ça en prend tout droit le chemin, et qui sera neutralisé comme d'habitude, ce rideau de fer, par tout simplement l'équilibre entre deux camps au niveau de leur puissance nucléaire, comme d'habitude. C'est ça qui a généré la guerre froide, faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'il y a eu pendant un peu plus de 50 ans cette guerre froide, avec la capacité de destruction de l'Ouest et la capacité de destruction de l'Est qui s'annulait quelque part. Oui. C'est tout le sens de la dissuasion nucléaire. C'est pour ça, et c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle, que comme l'option de l'arme nucléaire, si tu veux, est quand même peu probable dans ce conflit actuel, que justement ça laisse possible plein de scénarios différents, parce que il est évident que, on le sait bien et ça a été rappelé, que s'il y a une utilisation d'armes nucléaires quelconque contre je ne sais quelle ville, Odessa, Kiev, tout ce qu'on veut, par la Russie en Ukraine à l'heure actuelle, que la réplique occidentale sera nucléaire. Donc quelque part, tout simplement, il n'y a pas de vainqueur, parce que l'utilisation de la bombe atomique, on a dit à un moment donné, je ne sais pas si c'était vrai ou pas, que en 2022 Poutine aurait envisagé de balancer une bombe atomique sur Kiev, mais regarde simplement une carte. Avec les bombes actuelles, tu nucléarises Kiev, déjà ça fera des millions de morts, évidemment un traumatisme mondial total, mais en plus il y a les retombées d'une bombe comme ça, les retombées sur Tchernobyl qui est juste à côté, les retombées sur l'allié des Russes que sont les Biélorusses. Oui, parce que c'est voilà, oui, c'est pas des bombinettes. Non. Je veux dire, et puis sans parler de toutes les conséquences, l'hiver nucléaire, donc c'est quasi impensable en fait, en quelque sorte, tu vois. Et puis dernier point, il y a ce qui se passe là depuis maintenant quelques jours, c'est manifestement ces soulèvements qui se passent à l'heure actuelle en Russie, un peu partout, à Belgorod, à Koursk. On va même parler de la Sibérie, je sais pas si ça a été vérifié,
d'éléments en fait donc militaires ou paramilitaires, anti-Poutine, oui. qui est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Ça c'est la dernière actu. Oui, est-ce que c'est vrai? Parce que c'est vrai qu'on voit, c'est difficile à dire. On voit circuler cette info beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que tout passe sur les réseaux sociaux, bien sûr. Et qui aurait donc et alors aussi, il y a aussi quand même, il faut le dire, des Russes. Et là, je regardais les infos. Là, on est en pleine élection russe. À l'heure où l'émission quand l'émission sera diffusée, on aura les résultats, mais même on les a déjà un peu à l'avance. Donc, oui, bien sûr. Il y a des Russes qui se rebellent. Là, par exemple, il y a une femme, une Russe qui a brûlé, je sais pas si tu l'as vu, qui a brûlé une urne là où on va voter, tu vois, en plein. Bien sûr, oui. Il y a des rébellions comme ça. Il y a forcément de la rébellion, des mouvements de rébellion au niveau civil. Oui. C'est certain. Il suffit de voir, alors que c'était interdit quand Alexis Navalny donc est mort dans ce qu'il faut bien appeler un goulag. Je veux dire, n'ayons pas peur des mots. Quand c'est arrivé, ça a quand même généré une grande émotion dans la population russe. Il y a eu des milliers de personnes qui, se sont rendus à ses obsèques, alors que c'était interdit. Donc ça, c'est le genre d'événement, parce que c'était quand même un emblème, Navalny, y compris en Occident bien sûr, mais aussi en Russie. Donc un emblème évidemment de toute cette série d'opposants qui ont tous été liquidés. Je me souviens, la journaliste Politovskaya, etc. Il y a toute une kyrielle comme ça de personnes qui ont été éliminées par le FSB, parce qu'en fait c'est ça. Et donc il y a une résistance, mais elle est vraiment très réprimée, comme hélas l'a pu l'être aussi du temps de l'Union soviétique. Et là pour le coup, ça nous renvoie vraiment vers les pires moments de cette comme aussi du temps des tsars. Les opposants étaient réprimés. Tout ça, c'est voilà. Alors certainement, il y a, je pense, de part et d'autre, des mouvements de type insurrectionnel, ce qui peut être un des scénarios de la suite de cette affaire, qui est pas forcément le plus optimiste, parce que ça pourrait aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même dans une fédération de Russie, et donc d'imaginer qu'il y ait une véritable guerre civile qui succéderait à une faillite de Poutine, une guerre civile interne, donc c'est le cas de le dire, et qui amènerait à une désintégration de la Fédération de Russie. Sauf que ça voudrait dire, et là pour le coup moi je peux pas aller plus loin en tant qu'historien, ça voudrait dire qu'on aurait, si ce scénario se produisait, ce qui s'est passé pendant 10 ans en ex-Yougoslavie à l'échelle d'un continent tout entier. Ce qui, alors là, les conséquences en seraient incalculables. Parce que je rappelle quand même que la Russie, si je puis dire, va de l'Europe, de Pétrograd à Saint-Pétersbourg, jusqu'à la mer du Japon. Oui, parce que c'est gigantesque, c'est un territoire gigantesque. Et c'est à mon avis, c'est une des raisons aussi pour laquelle, et je peux conclure là-dessus, une des raisons pour laquelle il y a tant de problèmes à régler cette histoire, c'est que on n'a peut-être pas forcément appréhendé cette réalité de la dimension eurasiatique de la Russie. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit d'un continent. Il ne s'agit pas que de Moscou, d'un tyran qui terrorise Moscou et sa banlieue, quoi. Non, c'est bien plus que ça. Et c'est pour ça que évidemment, on le sait, maintenant on commence à le comprendre enfin, heureusement, que les sanctions sont détournées, etc. Parce que tout simplement, la Russie se tourne vers l'est, vers l'Orient, pour contourner les sanctions. Voilà. Ils sont à plus de 3% par an. Alors c'est pour ça aussi qu'on tente de zigouiller
particulier ce que j'ai vu récemment, là, tout récemment, les raffineries, etc. Les Ukrainiens tentent de faire ça en envoyant des drones, mais bon, est-ce que c'est pas, des petites piqûres de moustiques sur un géant? Je sais pas. Alors après, je ne sais pas quelles peuvent être les évolutions. Entre guillemets, l'historien ne peut pas y répondre. Oui. Il faut consulter des gens. Alors à l'heure actuelle, moi, j'ai tendance à pas mal conseiller d'écouter un géopolitologue qui est quand même assez intéressant sur tout ça, qui est Bertrand Badier, qui est assez connu parce qu'il passe dans tous les médias à l'heure actuelle, ça s'écrit B-A-D-I-E, et qui propose un certain nombre de lectures de ce qu'il appelle une nouvelle grammaire des relations internationales. Il n'est pas historien, mais il est géopolitologue. Bon, actuellement, il est à la retraite, il était à Sciences Po, il est assez populaire au niveau médiatique. J'ai consulté régulièrement dans des plateaux télé, etc., quand tu me verras jamais, évidemment, bien sûr. Mais je veux dire, moi, c'est simplement, je te dis simplement ce que moi, je vois au niveau des analyses actuelles, tu vois, de tout ça. Et c'est certain que il y aura certainement une nouvelle organisation du monde après ce conflit. C'est certain que il y a ce qu'il y avait avant. Et il y a ce qu'il y aura après. Ouais. Il y aura un avant et un après. Ça, par contre, ça, j'en suis quasi certain. Et oui, alors c'est bien que tu le soulignes. La Russie, c'est un continent, parce que on pourrait se dire pourquoi les Russes font pas les révolutions. Par exemple, on se souvient de la Roumanie en 1989, le pouvoir des Ceausescu qui a été renversé. Là, c'est renverser le gouvernement de Poutine, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'en Roumanie, la fameuse révolution de décembre 89, qui effectivement a renversé Ceausescu, elle a été possible parce qu'aussi le pouvoir qui soutenait, les services militaires, le pouvoir paramilitaire et tout ça, a basculé. Il y a encore à l'heure actuelle des analyses sur la chute de Ceausescu, parce que tous les historiens ne sont pas d'accord sur ça, mais il faut savoir qu'effectivement il y a beaucoup de théories là-dessus, mais aussi c'est à cause de ça, c'est-à-dire qu'effectivement d'une part le soulèvement de la population, et on voit très bien le fameux discours de Ceausescu avant qu'il prenne la fuite devant la population à Bucarest, etc. Il y a un moment où en effet la population qui était censée faire la claque de Ceausescu se retourne contre lui. D'ailleurs, ça l'a surpris. Il a été surpris. Mais bien sûr, voilà. Donc c'est de là que les choses sont parties quelque part. Donc oui, soulèvement de la population, mais moi je dis toujours dans l'histoire, en fait, de ces pays-là, comme d'ailleurs dans toute histoire, reprenons un exemple bien connu, c'est la Révolution française. Qu'est-ce qui va catalyser la Révolution française? C'est parce que Louis XVI est astreint face aux problèmes économiques du royaume de convoquer les États généraux. C'est de là que ça part. Donc ça part d'en haut. C'est-à-dire qu'il convoque les États généraux, ces États généraux, Mirabeau, etc. Je ne vais pas te rappeler l'histoire de la Révolution française, mais décident de ne plus se quitter avant de devoir donner une constitution à la France. Et c'est là que la Révolution commence. Elle commence là. Puis il y a le 14 juillet. Après, il y a effectivement le peuple qui joue un rôle. Mais ça commence comme ça. C'est-à-dire que c'est en haut que on convoque une assemblée qui existait, les États généraux. Ils n'avaient pas été convoqués depuis un siècle, je crois, avant. Je crois que c'était sous Louis XIV que la dernière fois ça avait eu lieu, je ne vais pas dire de bêtises. Et donc Louis XVI fait ça, et puis finalement, les États généraux, ça lui explose à la figure. C'est-à-dire qu'en gros, ils ne contrôlent plus rien, et puis c'est l'effondrement de la monarchie assez rapide. Eh bien, la même chose, si tu veux, se produit aussi, tout simplement, dans l'histoire de la Russie. Quand en 1905, Nicolas II, pour essayer de sortir des mouvements de contestation, va après la grande révolution de 1905, qui tient de révision,
Oui, c'est ça, de ce que sera 1917, va donc créer une Douma, une assemblée, hein, et puis c'est cette Douma qui va tout simplement échapper à son contrôle. Hein, là aussi, et ensuite, il y a le double déclic, hein, avec une révolution autour de Kerensky, une révolution de type traditionnel, si on peut dire, hein, et puis ensuite, évidemment, les bolcheviks qui arrivent à la fin 1917 pour prendre le pouvoir. Hein. Donc c'est souvent comme ça. Et Gorbatchev, hein, c'est parce qu'il lance la perestroïka et la glasnost en 1985, hein, que ça devient incontrôlable. Hein, parce qu'il réforme trop tard, hein, l'Empire soviétique, et que tout simplement ça lui explose à la figure à lui aussi. Donc à chaque fois, tu vois, c'est par le haut. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de changer les choses en haut, hein, au niveau du pouvoir, et puis ensuite, évidemment, derrière s'engouffrent, hein, les forces réformatrices qui légitimement, évidemment, veulent que ça change. C'est souvent comme ça. Ouais. L'exemple raté, c'est à la limite, c'est 1870. Tu vois, quand l'empire, le Second Empire s'effondre, hein, il y a la Commune, hein, de Paris. Hein, il n'y a pas que la Commune de Paris, parce qu'il y a d'autres villes. Hein, il y a Lyon, Toulon, Marseille, enfin qui vont s'insurger. Hein, et ces communes sont toutes écrasées, hein, par la jeune Troisième République naissante. Hein. Voilà. Alors là, effectivement, ça n'aboutit pas à autre chose. Hein. Il y a 1848. Hein, aussi, enfin, je ne vais pas balayer toute l'histoire mondiale parce qu'on n'en finirait plus. Hein, 1848, c'est la fin, tout simplement, du pouvoir de Louis-Philippe, hein, et une transition très brève d'ailleurs vers une seconde république. Et ensuite, on sait bien le Second Empire qui arrive, quoi. Donc voilà. Alors là, dans le cas Poutine, si ça change, ça peut venir que du haut, à mon avis. Hein. Oui. Mais après, bien sûr, tu as le peuple qui s'engouffre dedans. Hein. Une fois que l'URSS disparaît en 91, je rappelle quand même, hein, qu'en 91, il y a quand même, avant que l'URSS ne disparaisse, un coup d'État contre Gorbatchev, hein, par les ultra conservateurs du Parti communiste, qui tentent de rétablir ce qui ne pouvait plus être rétablissable. Hein. Et puis là, la population appelée par Boris Yeltsin descend dans les rues, bloque les chars, hein, un peu comme on a vu Tiananmen, hein, en 89, hein, en Chine. Et donc, évidemment, et c'est là que ça marche, parce que là, ça marche, parce qu'il y a et c'est là que Yeltsin va jouer sa carte, effectivement, qui, peu de temps après, va lui permettre de mettre un terme à l'Union soviétique et de devenir le premier président de la Fédération de Russie. C'est ça que ça commence comme ça. Il monte sur un char avec un drapeau. Bon, il y a toutes les archives de l'époque, hein, qui sont là pour le montrer. Hein. Voilà. Mais... Hein. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce troisième volet. Alors je vais dire à nos amis auditeurs qu'ils peuvent te retrouver sur ta chaîne YouTube, c'est ça? Tu peux nous rappeler le nom? Absolument. Alors cette chaîne s'appelle Parlons Histoire, tout simplement. Il faut mieux taper mon nom parce que des chaînes Parlons Histoire, il y en a plein. Moi, j'ai actuellement un peu plus de 1000 abonnés, ce qui pour une chaîne modeste, si je puis dire, comme ça, c'est quand même pas mal. J'ai pas acheté d'abonnés. Si on peut acheter des abonnés, tu sais ce que c'est. Ah bon. Sur YouTube, oui. Ouais, mais Google n'aime pas qu'on achète des abonnés. Oui, voilà, mais je sais, après ça se retourne contre toi. Donc, voilà, mais je l'ai pas fait ça. Donc c'est des vrais abonnés. Il y a beaucoup d'anciens étudiants à moi, évidemment. Là-dedans, il y a des cours, il y a des topos historiques, il y a des interviews, dont celles qu'on a faites, évidemment, toi et moi. Il y a un certain nombre de choses que vous pourrez retrouver. Voilà. Donc c'est Parlons Histoire, et il vaut mieux taper mon nom. Olivier Burette. Olivier Burette, Parlons Histoire. Voilà. Et là, vous tomberez sur cette chaîne. Présent également sur Facebook, Olivier Burette. Et bien sûr, oui, j'ai une page Facebook, une page sur LinkedIn. Voilà, c'est à peu près ça. C'est déjà pas mal. Instagram, donc, puisque Facebook est lié à Instagram. Bon, mais écoute, on va te remercier, Olivier. Donc, le troisième volet de cette guerre en Ukraine, en rappelant que Poutine vient d'être réélu. Là, on se mouille pas trop, là, parce que c'est vrai qu'à l'heure où l'on enregistre, on n'a pas les résultats, mais... Ce sera un coup de théâtre incroyable. Oui, c'est ça. Alors, il faudrait refaire une émission en direct rapidement, là. Oui, pourquoi pas, on pourra faire toujours un topo. Voilà, eh bien on va te remercier d'être passé au micro de Radio Cool Direct. Je rappelle que cette émission est podcastée, vous pouvez la réécouter sur Radio Cool Direct et sur la chaîne YouTube de notre ami Olivier. Olivier,
Merci à toi. Allez, merci à tous. On va trinquer quand même. Ouais. Voilà, trinquons. Voilà. Il ne reste plus que ça. Trinquons à la paix. Merci Olivier, au revoir. Je te remercie, Marco. À bientôt. Ciao, ciao.